Salut, j'espère que vous allez tous très bien. Un petit message pour vous rappeler qu'on se pose et on cause est toujours un podcast indépendant. Du coup, la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est vous abonner, si c'est pas déjà fait, et mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute préférées. Vous pouvez aussi donner votre avis sur l'épisode, continuer la réflexion ou me corriger si besoin, tout en restant respectueuse dans l'espace commentaire. Et puis, n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux autour de vous. Évidemment, ça me fera plus d'écoute, mais ça lancera aussi des discussions animées avec vos proches. Et pour celles qui veulent vérifier ce que je dis ou aller plus loin, je vous rappelle que mes sources sont toujours indiquées dans la description de l'épisode. Et sur ce, bonne écoute! Et la France, c'est pas ça. La France, ça doit pas être ce truc où on monte les uns contre les autres pour garder les privilèges de quelques-uns. Le patriarcat préexistait au capitalisme, donc il peut lui survivre. La France, elle est vraiment au bord d'une maladie qui est le fascisme. L'escroquerie, c'est qu'on a fait prendre l'extrême droite pour la droite et la gauche pour de l'extrême gauche. Pour moi, on ne peut plus parler d'inaction climatique, mais d'action délibérée, de destruction du vivant. On parle de désirabilité depuis avant, on n'est pas à la Fashion Week. Là, le sujet, c'est très très simple. C'est la dignité des gens. Si nous, on nous répète tout le temps, toujours, qu'on n'est pas ici chez nous. Pourquoi il y a des hommes déguisés en femmes? Faut répondre quoi à ta gamine de 9 ans? Que c'est une personne qui prône la paix avec des cheveux longs. On se pose et on cause. Le podcast qui donne la parole à ceux qu'on entend le moins. Notamment les jeunes. Et qui vulgarise les sujets politiques du quotidien. Il m'arrive de dire que je déteste la police. Ou même de crier police partout, justice nulle part en manif. Parfois, souvent, on me rétorque que je peux pas dire ça, que je fais une généralité, et surtout que sans la police, qui me protégerait? Qui nous protégerait? À tout ça, je pense qu'on peut répondre de plusieurs manières, et c'est ce que je vais essayer de faire dans cet épisode. Pour commencer, je crois qu'il est essentiel de se mettre d'accord sur le concept de violence. Xavier Chrétier, politologue, spécialiste des violences politiques, il explique que la violence, elle doit être nommée comme telle pour exister. Pour le dire autrement, il y a violence parce que quelqu'une se considère victime. Du coup, la définition d'un acte, d'une personne ou d'une parole comme quelque chose de violent, elle est 1. Subjective et 2. Accusatoire. C'est le résultat d'une lutte de définition et donc de pouvoir entre plusieurs actrices aux intérêts et aux ressources distinctes. Grossièrement, Xavier Chrétier y définit la violence comme multiple, que ce soit par son intensité, sa nature, sa forme ou même sa finalité. Ainsi, et c'est le premier point vraiment important, au lieu de parler de violence au singulier, il semble plus juste de parler de violence au pluriel. On peut ensuite faire une catégorisation assez binaire des violences en séparant les violences physiques des violences symboliques. Les violences physiques, elles sont fondées sur l'existence d'une agression immédiate engendrant de la douleur. Exemple, je me prends une porte, j'ai mal, violence physique. Les violences symboliques, elles sont, elles, plus complexes à définir parce que leur efficacité, elle repose sur l'absence de douleur visible. En gros, les violences symboliques, ce sont tous les mécanismes de surveillance, de contrôle des corps qui ont été légitimés à travers le temps par les discours politiques, scientifiques ou médiatiques. Exemple, j'intègre une grande école, je n'ai pas les moyens économiques ou culturels de mes camarades, de mes profs, etc. Bref, je suis socialement exclu de cette institution, violence symbolique. Ce système de violence, il fonctionne grâce à un double mécanisme de reconnaissance et de méconnaissance. L'idée, en gros, c'est de dire que le groupe de dominés, il est dominé parce qu'il reconnaît comme légitime l'ordre social dominant, tout en méconnaissant son caractère arbitraire et aliénant. Plus simplement, et pour reprendre un concept bourdieusien, ces violences structurelles, elles ont été intériorisées dans l'habitus de chacune. Et c'est ça qui, notamment, légitime l'ordre social inégalitaire. Enfin, Xavier Chrétier, il donne une typologie des violences selon leurs autorices qui me paraît assez pertinente pour la suite de l'épisode. La première catégorie, elle regroupe les violences de contestation politique qui émanent majoritairement des mouvements sociaux, des violences urbaines ou du terrorisme politique.
La seconde catégorie, elle correspond aux violences interindividuelles qui viennent des individus. La troisième catégorie, elle est définie comme les violences d'État. L'État, la construction d'un État comme structure, c'est le résultat d'un processus violent qui se maintient de manière implicite. L'État, il peut être défini comme un instrument de domination de la classe au pouvoir, dans notre cas la classe bourgeoise, et cette classe dominante, elle use de l'appareil répressif étatique pour protéger ses possessions économiques et maintenir à l'écart de toute vie démocratique les autres classes sociales, et notamment le prolétariat. Et ces violences d'État, déjà, elles sont plus ou moins considérées comme acceptables parce qu'elles sont légales. On peut évidemment voir le droit comme un instrument de et pour la bourgeoisie, mais je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là aujourd'hui. Bref. Ensuite, les violences d'État, elles sont rarement définies comme telles. On préfère des mots plus neutres comme force ou contrainte. Enfin, les représentations que l'on a de la violence, elles ont vachement évolué. Et ça, notamment à cause des logiques commerciales des grands médias. En effet, les violences et leurs représentations, ça attire de l'audience, ça fait vendre. On parle parfois de société du spectacle pour définir cette mise en scène constante des faits divers au détriment de problèmes plus structurels. Pour le dire autrement, dans nos sociétés capitalistes et surmédiatisées, les phénomènes de violence, ils sont extrêmement visibles, ce qui entraîne un sentiment général d'insécurité, une peur collective qui sert les ambitions d'un pouvoir répressif. Néanmoins, il y a une limite importante à cette théorie, parce que je pense pas qu'on puisse dire que toutes les violences attirent de l'audimat. Les violences symboliques, mais aussi les violences physiques infligées aux groupes dominés et notamment racisés, elles sont souvent occultées des débats politiques et des espaces médiatiques. Ces violences, elles sont invisibilisées. Elles ne bénéficient d'aucun cadrage médiatique, tout simplement parce qu'elles vont à l'encontre des discours politico-médiatiques dominants. Voilà, je ferme cette parenthèse et je reviens sur cette idée, ce sentiment d'insécurité ou, comme on l'entend parfois, cet ensauvagement supposé de la France. Parce que, sur quoi ça se base en fait ? De ce que j'ai compris, il n'existe pas d'indicateur ou d'outils qui permettraient de quantifier l'ampleur ou l'intensité des violences en France. Lors de mes recherches, je suis quand même tombée sur une page gouvernementale intitulée « Insécurité et délinquance, les premiers chiffres pour 2024 ». En gros, ce que ça raconte, c'est que 1. Les cambriolages de domicile, les vols de voitures ou les vols dans les voitures, ils diminuent par rapport à 2019. 2. Les atteintes à la personne, c'est-à-dire les coups et blessures volontaires, elles restent stables. 3. Les vols, ils sont eux aussi plutôt stables et ils tendent même à diminuer. 4. Les violences sexuelles ainsi que l'usage et le trafic de stupéfiants, il augmente par rapport à 2016. Et ce qui m'intéresse dans ces chiffres, ce sont les 2 derniers points parce que leur interprétation, elle est importante. La diminution des vols, elle pourrait être expliquée par la forte présence des forces de l'ordre lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Pareil pour l'augmentation de l'usage et du trafic de stupéfiants, à laquelle on pourrait ajouter la mise en place de l'amende forfaitaire délictuelle en 2016. La hausse des violences sexuelles, elle pourrait s'expliquer par une certaine libération de la parole. Finalement, ce que je voulais montrer avec ce point chiffre, c'est que le sentiment d'insécurité, de peur collective, il est plutôt basé sur 1. Le changement de notre seuil de sensibilité à la violence, et 2. Le sentiment d'insécurité, il est plutôt basé sur des ressentis que sur des faits réels et quantifiables. Ce que je veux vous montrer là en fait, c'est que les chiffres seuls, ils veulent pas dire grand-chose. C'est pour ça qu'il faut prendre l'habitude de les contextualiser, pour les interpréter au mieux. Et vous l'avez sûrement remarqué, c'est pas vraiment ce qui est fait, que ce soit politiquement ou médiatiquement. Pour justifier les violences de l'État et donc, on va y venir, le déploiement de la police nationale, on utilise un concept complètement sorti de son contexte, celui de violence légitime. Le concept de violence légitime, il a été théorisé par Max Weber
économiste et sociologue allemand du 19-20e siècle. Et quand on dit que l'État y détient le monopole de la violence légitime, c'est pas une justification mais une description. C'est pas une idéologie mais une thèse socio-historique. Cette confusion, probablement intentionnelle de la part du système politico-médiatique dominant, elle permet de justifier les violences commises ces dernières années par les forces de l'ordre françaises. En effet, par un argument d'autorité, cette confusion, elle permet de faire taire toute critique sur les violences policières ou plus généralement sur les forces de l'ordre. D'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, l'État français, il accepte de parler de violences légitimes pour justifier ses actions, et de l'autre, l'État, il refuse de parler de violence pour définir les actes des forces de l'ordre. Bref, la définition weberienne, elle reconnaît le caractère profondément politique des violences policières qui sont légitimes justement parce que la police est un organe de l'État. Et c'est pour ça que ça me semblait important de faire cette longue introduction pour vraiment montrer les liens entre État et forces de l'ordre, entre violences supposément légitimes et violences policières. Parce que c'est vrai que, ces dernières années en France, l'encadrement des manifestations par les forces de l'ordre, il est essentiellement répressif et dissuasif. Amnesty International constate d'ailleurs dès 2017 une régression du droit de manifester dans le pays. L'ONG, elle continue d'ailleurs de dénoncer les pratiques policières lors des opérations de maintien de l'ordre, ainsi que les modifications du cadre légal qui mettent à mal, je cite, la liberté de réunion pacifique. En d'autres termes, les violences policières, elles ne sont que l'aspect le plus visible du développement d'un mode de gouvernement de plus en plus autoritaire au détriment de l'état de droit. Ainsi, tout comme la journaliste Audrey Parmentier dans un article pour Urbania, on peut légitimement se demander qui protège la police. Est-ce que la police protège l'État ou est-ce qu'elle protège la population ou même une certaine frange de la population ? Audrey Parmentier, elle explique que la police, c'est une institution qui, à travers l'histoire, a été construite pour contrôler et réprimer les classes dominées. Elle ajoute même que la police, elle n'est utile que pour maintenir un ordre social inégalitaire et qu'elle ne deviendra jamais une institution chargée de défendre le peuple. Bon, c'est peut-être le moment pour faire un point de définition. Qu'est-ce que la police ? Si on suit les schémas officiels, la sécurité publique, elle repose sur 3 institutions principales. La police nationale, la gendarmerie et les polices municipales. Pour cet épisode, je vais volontairement mettre de côté les polices municipales qui ont leur code de déontologie propre et qui sont sous l'autorité des mairies. Il nous reste donc la police nationale et la gendarmerie. Pour être honnête, avant de faire mes recherches, je ne pensais pas que ces 2 corps de métier étaient si liés, si similaires. En effet, la gendarmerie, tout comme la police nationale, elles relèvent toutes les 2 du ministère de l'Intérieur, partagent le même code de déontologie et exercent des missions similaires. La principale différence, elle réside dans leur périmètre d'intervention, essentiellement urbain pour la police et en majorité périurbain et rural pour la gendarmerie. Après, disons que c'est leur statut administratif qui diffère. C'est-à-dire que les agentes de la police nationale, ce sont des fonctionnaires civils du ministère de l'Intérieur, alors que les gendarmes, ce sont des militaires, donc des membres des forces armées françaises, placés sous la tutelle du ministère des Armées, mais sous l'autorité opérationnelle et budgétaire du ministère de l'Intérieur. Pour cet épisode, je vais donc me concentrer sur la police nationale, que je vais appeler police pour que ce soit plus fluide. Néanmoins, ça ne veut pas dire que la gendarmerie nationale ou les polices municipales sont des institutions irréprochables. Bien au contraire, comme le montre récemment la vidéo de Mediapart consacrée à la manifestation de Sainte-Soline du point de vue des gendarmes. Si je me concentre aujourd'hui sur la police nationale, c'est par facilité, que ce soit pour vous, pour la compréhension de l'épisode, ou pour moi, pour trouver des sources et construire ma réflexion. Voilà.
Volet de définition terminé, je pense qu'on peut passer à la suite. D'où vient la police ? Dans La police contre les citoyens, le sociologue Christian Moana y rappelle que la police, édifiée dans un contexte autoritaire et dictatorial, elle a été et est encore utilisée comme un levier pour légitimer l'État et pour le défendre. Et donc, si la police constitue aujourd'hui un des fondements du pouvoir régalien, ça n'a pas toujours été le cas. En effet, la police nationale, j'insiste encore une fois sur le national, elle est née en 1941. C'est à ce moment-là que le régime de Vichy y décide de placer sous sa tutelle les polices municipales de toutes les villes de plus de 10 000 habitantes et de créer ainsi une police nationale. Dans ce contexte, cette volonté de créer, de regrouper sous une même autorité centralisée l'ensemble des forces de l'ordre, elle amène à la construction d'un modèle de police au service de la protection de l'État et non au service de la population. Et c'est cette même police qui d'ailleurs a activement participé à l'arrestation des populations juives, tziganes ou résistantes en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, le truc ici, c'est pas de dire que la police est par essence vichiste. En revanche, ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est tout un mode de pensée centralisé, bureaucratique, avec une idée de contrôle des citoyennes et de protection de l'État qui constitue un héritage vichiste. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, il concerne la formation des commissaires. Celles-ci sont formées à l'École nationale supérieure de la police, un lieu élitiste lui aussi fondé sous le régime de Vichy. Son fonctionnement, il est extrêmement similaire à celui des grandes écoles françaises, ce qui veut dire que, à la fin de leur formation, lorsqu'elles prennent leurs fonctions, les commissaires, donc les chefs de police, n'ont aucune expérience de terrain. Le deuxième exemple, c'est celui des groupes mobiles de réserve, créés en 1941 et ancêtres des compagnies républicaines de sécurité, communément appelées CRS. Ces forces armées, elles illustrent ce que Christian Moana appelle un principe de déconnexion, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas attachées à un territoire et donc pas attachées à une certaine population. Cette idée de séparation entre police d'un côté et population de l'autre, il est accentué par le passage de la police à pied à la police motorisée. En effet, on peut imaginer que les policières à pied, au contact direct de la population, elles développent naturellement des contacts avec le voisinage et finissent même par faire partie du décor de l'environnement urbain. Pour le dire autrement, tant que dure cette primauté de la patrouille à pied, beaucoup de policières de terrain résistent à la centralisation parce que leur présence dans la rue les contraint à composer avec leurs interlocutrices. Les policières, elles doivent répondre à certaines sollicitations de la population parce qu'elles vivent parmi leurs administrés. Le ou la policière à pied a besoin de l'appui de la population pour ne pas se retrouver isolée en situation dangereuse. Le ou la policière fait partie de l'espace public. C'est une présence habituelle qui n'est pas synonyme de danger. Bien sûr, la recherche d'efficacité, elle a progressivement conduit à abandonner ce modèle piéton pour celui de la patrouille en voiture. L'énorme avantage, c'est évidemment de pouvoir se déplacer plus rapidement après un appel au secours, processus accéléré par la généralisation du téléphone dans les années 60-70. C'est donc à ce moment-là que se développe le modèle de la police réactive. Dorénavant, il devient inutile d'avoir des agents à pied, peu contrôlables, insérés dans leur territoire et loin de la hiérarchie. La généralisation du téléphone et de la voiture conduisent donc à l'abandon des postes de police pour recentrer toutes les troupes au sein d'un commissariat central. J'aimerais maintenant vous parler des outils et des armes de la police. Pour ça, je vais majoritairement me baser sur les écrits de Mathieu Rigouste, sociologue spécialisé sur le système sécuritaire français et les violences d'État, ainsi que sur les données d'Allo Place Beauvau. Allo Place Beauvau, c'est une page web qui propose de, je cite, documenter les pratiques policières dans le cadre du maintien de l'ordre, mais aussi un certain nombre de cas de violences policières avérées ou suspectées,
hors manifestation depuis novembre 2018 et le début du mouvement des Gilets jaunes. Évidemment, pour des raisons techniques et humaines, ce recensement il est loin d'être exhaustif, mais je vous conseille quand même d'aller voir le site web si c'est un sujet qui vous intéresse, même si, attention, âme sensible s'abstenir parce que certaines images de violences policières peuvent choquer. Je préviens aussi les informations suivantes, elles peuvent être violentes ou dérangeantes, et en fait je pense que c'est important de savoir ce qui est utilisé par l'institution policière et par l'État en notre nom pour soi-disant protéger une partie de la population tout en mutilant une autre. Bref, revenons aux outils et aux armes de la police. Les contrôles aux faciès, ce sont déjà des outils de contrôle importants qui renforcent l'exclusion d'une partie de la population. Bien qu'ils soient légalement réglementés, les contrôles aux faciès, ce sont des moments privilégiés de violence policière. La garde à vue, abrégée GAV, elle implique aussi un certain nombre de violences. Régulièrement employée, elle est souvent justifiée par le recours à l'infraction de groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. En d'autres termes, c'est un outil judiciaire majeur du maintien de l'ordre qui permet d'interpeller pratiquement n'importe qui sous des motifs plutôt fallacieux. Ensuite, plus concrètement, il y a des armes. Commençons par le pistolet à impulsion électrique, plus communément connu sous le nom de taser. Cette arme, majoritairement utilisée dans les quartiers populaires et les centres de rétention administratifs, elle permet d'appliquer à distance et à répétition des charges électriques. L'emploi de l'électricité sur les personnes non blanches, c'est pas quelque chose de nouveau pour la France. En effet, en Algérie coloniale, l'électricité, c'était déjà un outil de torture qui permettait d'obtenir des renseignements et de terroriser les populations colonisées. Ensuite, il y a la grenade lacrymogène instantanée, abrégée GLF4. C'est une grenade à effet de souffle qui s'utilise en binôme, contient 10 grammes de gaz et 25 grammes de TNT. La GLIF4, elle produit une détonation assourdissante qui peut causer des lésions graves, allant même jusqu'à l'amputation. En 2020, cette grenade, elle est retirée de l'arsenal policier et elle est remplacée par la grenade modulaire 2, effet lacrymogène, la GM2L. Il y a aussi le fameux lanceur de balles de défense, le LBD-40. C'est une arme de catégorie A2, comme le mortier ou le lance-roquette, qui contient des munitions de 60 grammes et de 40 mm de diamètre. Les instructions, elles indiquent bien qu'il est interdit de viser la tête et que des lésions graves peuvent être causées si le LBD-40 il est utilisé en deçà de 10 mètres. Brièvement, le lanceur de balles de défense, il a été employé pour la première fois par l'armée israélienne à Gaza et par l'armée britannique en Irlande du Nord. C'est une arme qui a été conçue pour le maintien de l'ordre colonial et militaire, pour soumettre une population, pour capturer les individus dits ingouvernables. En France, il est utilisé depuis les années 90 par les unités d'élite, genre le GIGN, et depuis, un modèle plus compact a été fourni à la BAC et aux polices de proximité dans les zones dites sensibles. Enfin, on a la grenade manuelle de désencerclement, la GMD. C'est, elle aussi, une arme de catégorie A2 qui, lors de son explosion, produit un bruit désorientant et projette 18 palets en caoutchouc semi-rigide à 126 km/h dans un rayon d'efficacité maximale de 10 mètres. Les instructions, elles sont assez simples. La GMD, elle doit être roulée au sol et pas aux pieds des manifestants et à la main, et pas avec un lanceur. Pourtant, la GMD, elle est de plus en plus tirée aux pieds des opposantes, engendrant une hausse des membres arrachés ou mutilés. D'ailleurs, dans son utilisation, la grenade manuelle de désencerclement, c'est une spécificité française. En effet, nous sommes le seul pays à utiliser cette arme en Europe. Bon, ok. Mais ces armes, concrètement, elles sont utilisées quand ? Comment ? En fait, il faut savoir qu'avant tout usage de la force, et sauf en cas de légitime défense, la police, elle doit annoncer sa présence en disant «
obéissance à la loi, dispersez-vous. Et ensuite, elle doit faire 2 sommations, c'est-à-dire répéter 2 fois, on va faire usage de la force. À partir de ce moment-là, et si rien ne se passe, la police, elle a le droit d'utiliser des bâtons de défense, des engins lanceurs d'eau ou des grenades lacrymogènes. Ensuite, si besoin, elle a le droit d'utiliser des grenades à effet de souffle ou des lanceurs de grenades. De plus, pour défendre une position ou en cas de légitime défense, la police elle a le droit d'utiliser des lanceurs de balles de défense ou des lanceurs de grenades. Donc, en théorie, les règles d'emploi de ces armes, elles sont limitées à un certain usage, à des situations particulières et à des règles strictes. Pourtant, en 2017, un rapport du Défenseur des droits note que les GMD ont, semble-t-il, été utilisés massivement au cours des manifestations contre la réforme du droit du travail en 2016. Toujours en 2017, le Défenseur des droits y recommande, au regard de sa dangerosité, d'interdire l'usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre. Depuis, entre les Gilets jaunes, les manifestations pro-Palestine ou pro-environnement, pro-écologie comme Sainte-Soline, on observe un usage disproportionné des armes policières. En fait, on assiste à une brutalisation du maintien de l'ordre, notamment au moyen d'armes prétendues non létales et qui sont de plus en plus nombreuses et diverses. D'ailleurs, à l'Oplace Beauvau, il définit la grenade lacrymogène instantanée, le lanceur de balles de défense et la grenade manuelle de désencerclement comme des armes controversées. Bon, pour le dire autrement, sachant que ces armes, elles sont prétendument non mortelles, l'institution policière, elle peut se permettre de les utiliser davantage. En fait, les armes dites non létales, elles ne remplacent pas les armes à feu, mais elles s'y ajoutent, elles multiplient les possibilités de violence. Voilà. Les armes, c'est fait, et maintenant peut-être la question que vous vous posez tous, comment définir les violences policières ? Pour commencer, on va remonter un peu en arrière. Dès 1991, les Nations Unies y demandent à leurs pays membres de leur fournir des informations sur tous les décès liés à la police. La France, elle attend 2018 pour le faire. Et donc, on peut se demander pourquoi attendre aussi longtemps. Le journaliste Yvan Duroy, il explique que c'est parce que le sujet des violences policières, il reste tabou en France. Il y a cette idée que dès qu'on critique, dès qu'on accuse la police, on est forcément contre la police, anti-police. Et peut-être qu'en vrai, il y a de bonnes raisons d'être contre la police. La police nationale française, elle est malheureusement championne européenne dans la catégorie décès en garde à vue ou lors d'interventions policières. Pour vous donner une idée des chiffres, entre 2020 et 2022, la France, elle enregistre 107 décès. En 2023, 50 décès sont liés à l'intervention des forces de l'ordre et 52 en 2024. Je fais une parenthèse, mais le nombre de décès causés par des tirs policiers, il ne fait qu'augmenter depuis 2017. En fait, 2017, c'est l'année de la réforme de la loi relative à la sécurité publique qui a assoupli les conditions d'utilisation des armes à feu par les forces de l'ordre. En gros, les règles d'usage des armes à feu, elles ont été étendues au-delà du cadre de la légitime défense, et ça sous certaines conditions. Voilà, fin de la parenthèse. Et en fait, je pense que vraiment, pour critiquer correctement la police en tant qu'institution, il est primordial de nommer les choses. Pour reprendre les mots de l'avocat Arié Halimi, nier les violences policières, c'est nier celles qui en sont victimes. Donc, même si les discours officiels consistent à nier les violences policières, souvent considérées comme un fantasme de militantes extrêmes visant à fragiliser les forces de l'ordre et l'État lui-même, il est important, je pense, de continuer à les qualifier de violences systémiques. Mathieu Rigouste, il va même plus loin et il parle de permis de tuer. Et peut-être que vous vous dites qu'il abuse, l'état de droit, tout ça. Pourtant, au sein de la police, il existe un véritable système d'impunité dans lequel les policières peuvent être violents, parfois même tués, sans pour autant être réellement inquiétés. Ce système brutal, violent et mortel, il touche davantage les personnes racisées et surtout les jeunes hommes. Les violences policières, elles doivent donc être perçues comme des illégalités d'État,
et non comme des bavures ou des dérapages. Les violences policières, elles sont le fruit d'un ensemble de dispositifs légaux, administratifs, policiers et judiciaires qui permettent leur impunité et donc leur pérennisation comme instrument de conservation du pouvoir. Et c'est pour ça que se focaliser sur les violences physiques explicites, les entre guillemets bavures, c'est masquer le système général des violences policières. C'est masquer les contrôles d'identité, les rafles, les humiliations, les insultes, les menaces, les coups, etc. Tout ça et bien plus encore, ce ne sont que les conséquences de mécanismes institués et de procédures légales. Comme le dit Mathieu Rigouste, je cite, « La violence policière est une production rationnelle, structurée par des rapports de force économiques, politiques et sociaux, dont l'État assure la régulation technique. » Fin de la citation. Et pour répondre à cette violence, pour la documenter, la parole populaire, elle doit être perçue comme une ressource. Elle n'est pas moins fiable que la parole policière. Au contraire, la parole populaire, elle est réfutable, elle est falsifiable. Il est possible de confronter de nombreuses paroles populaires, de nombreuses versions, de les croiser, de les regrouper, tandis que l'institution policière, elle produit généralement des rhétoriques formatées et officielles. Moi j'aime pas la police, je la trouve trop violente. Du coup genre en fait j'ai hyper peur d'eux, je suis hyper stressée en leur présence. Un sentiment d'injustice qui crée du dégoût, de la peur et de la colère et du stress. Pour moi, la police, c'est vraiment une institution qui est devenue criminelle, qui est devenue meurtrière. Nous, on n'a aucune arme face à eux. Et qui met en danger les personnes de couleur en France. Voilà, et j'ai trop peur que ça finisse comme aux États-Unis, et c'est parti pour. Hein. Si nous n'oublions pas la chasse aux sans-papiers dans les gares de France cet été. Et genre, c'est hyper choquant que eux ils aient autant d'armes pour nous faire subir autant de violence. En tant que, du coup, femme noire, je suis concernée. Je reste quand même une personne racisée et sexisée, donc je peux être exposée à des potentielles violences de la part de la police. C'est une violence envers les personnes de couleur notamment. Enfin, je pense que même une matraque, si tu prends 12 000 coups, au bout d'un moment, tu meurs en fait. Ça met en colère de voir comment cette violence-là, elle est ciblée et elle est organisée. Elle est tolérée, elle est protégée, elle est vraiment infiltrée. Le pays dans lequel je suis née, dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai tous mes repères, est un pays dangereux dans lequel je peux être tuée à tout moment. Mais de toute façon, moi les armes, ça me fait flipper. Du coup, genre, même quand il y a les militaires à la gare, ça me fait flipper. Et même dans l'espace public, leur présence, elle est désagréable, elle instaure un climat de stress. Et j'ai une haine très profonde. Vraiment, à chaque fois que je croise une voiture de police, je suis obligée de tirer une grimace. Quand tu les vois dans la rue, ils protègent pas trop les gens. Voilà, j'ai beaucoup de dégoût quand je pense aux victimes de violences policières, mais même aussi des victimes au manquement de la police. Et même quand tu vas les voir directement pour porter plainte ou des choses comme ça, il y a tellement de manières, de jugement et de... Ouais, ils critiquent tellement ce que tu veux. Et du coup, à la police, le monsieur qui travaille là-bas, il m'a dit littéralement, écoute, je vais être complètement honnête avec toi. Tout le monde s'en fout de toi et ton téléphone. Vraiment, parce que tu les appelles pour une mise en danger d'autrui et genre en mode, ils s'en battent les couilles, genre en mode, ils viennent pas... Il m'a dit ouais parce que moi je peux rien faire, j'ai pas de pouvoir d'aller chercher sa voiture, etc. Vraiment mes grosses inefficacités, genre en fait je me demande à quoi ils servent. Mais par exemple, il y a 2 ans à peu près, je me suis fait gazer par la police après le match de foot. Donc là ils ont le pouvoir de gazer les gens. Pas la meilleure idée qu'on peut avoir dans un service public qui est censé protéger les citoyens. Mais je trouve quand même ça intéressant de gamberger historiquement, structurellement, ce qu'est la police en fait, parce que ça éclaircit les mécaniques de pouvoir qui s'opèrent dans ces rangs et tout, et pour pouvoir les contrer, quoi. Je suis tombée l'autre jour sur un sondage que personnellement je trouve assez inquiétant. La police voterait en moyenne davantage pour l'extrême droite que le reste de la population. En effet, en 2017, 57% des policières et militaires disaient avoir voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. En 2021, ils auraient été 60% à avoir l'intention de donner leur voix au Rassemblement national. Le chiffre, il monte même à 74% pour les policières actives.
Et cette association entre police et extrême droite, elle se retrouve dans les syndicats. En effet, le corps policier, il est syndicalisé à 49%. Si on remonte à la décennie 1980, la Fédération autonome des syndicats de police, marquée à gauche, elle est majoritaire. Pourtant, depuis, l'adhésion à des syndicats d'extrême droite ne cesse de croître. En 2022, c'est le bloc d'extrême droite Alliance UNSA Police qui représente 50% du corps policier. Et ce basculement, il est dangereux pour toutes les personnes marginalisées. En 2024, à la veille des élections législatives, le secrétaire général d'Alliance Police Nationale, il annonce par exemple en avoir, je cite, « marre des raclures, des nuisibles, des jeunes d'origines étrangères ». Fin de la citation. En 2025, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin y renchérit après la victoire du Paris Saint-Germain, parlant de, je cite, « barbares qui sont venus dans les rues de Paris pour commettre des délits et provoquer les forces de l'ordre ». Il ajoute en conférence de presse « oui, ce sont des barbares. La barbarie, c'est quand tout devient prétexte à la violence, au plaisir, au désir désinhibé de la destruction et du pillage. » Ces mots, ces discours alarmistes et racialisés, ils servent à justifier la mise en œuvre de moyens répressifs pour conjurer ce qui est présenté comme un danger extrême. L'emploi d'un langage raciste et stigmatisant y justifie la répression violente des manifestations et des révoltes. La qualification de barbare, qui oppose le barbare menaçant au sauvage domesticable, elle n'est d'ailleurs pas nouvelle. Elle découle de représentations racistes et coloniales. Parce que oui, je pense qu'il est plus que correct de qualifier la police d'institution raciste. En 2023, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme y déclare qu'il est temps pour la France de s'attaquer aux profonds problèmes de racisme et de discrimination parmi les forces de l'ordre, ajoutant que toute allégation d'usage disproportionné de la force doit faire l'objet d'une enquête rapide. La France, elle a d'ailleurs été condamnée 2 fois, en 2016 par la Cour de cassation et en 2021 par la Cour d'appel de Paris, pour faute lourde en raison de contrôles aux faciès réalisés par les forces de l'ordre. Dans les 2 cas, les juges, Yale, je cite, ont considéré que ce n'étaient pas les fonctionnaires de police qui devaient être condamnés, mais bien l'État. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça souligne le caractère systémique des contrôles aux faciès et donc du racisme. Parce que oui, les contrôles aux faciès, ce ne sont pas des exceptions. Ce sont le résultat de discours politiques et de politiques publiques racistes, et c'est pour ça qu'on parle de racisme structurel ou même de racisme d'État. Et la colonisation, elle permet de comprendre le développement de ce que Mathieu Rigouste qualifie d'ordre sécuritaire. Mathieu Rigouste, il mobilise aussi le concept d'endocolonialité, c'est-à-dire la colonisation par un État, par une société, de sa propre population. Et on va s'arrêter un peu sur ce point colonisation ou endocolonisation qui est primordial pour comprendre le racisme structurel de la police. À la Libération, le gouvernement, influencé par les premières unités anti-gang, il met en place la brigade des agressions et violences. Cette nouvelle unité, inspirée par les brigades nord-africaines explicitement racistes et à peine dissoutes, elle met l'accent sur la criminalité et non plus sur la, entre guillemets, race des populations colonisées. Circulant majoritairement la nuit, cette nouvelle brigade, elle cherche à faire du flagrant délit. Et déjà, à cette période, la classe politico-médiatique, elle mobilise assez dangereusement une certaine criminalité nord-africaine fantasmée, dépolitisant par la même occasion les luttes des populations colonisées. Plus concrètement, entre 1958 et 1961, les comptes rendus de missions ou les témoignages y soulignent la violence de la brigade qui ouvre systématiquement le feu sur la population algérienne dès lors que celle-ci leur semble menaçante, s'enfuit ou refuse de se soumettre aux interpellations. L'exemple le plus traumatique et marquant, c'est probablement, et à juste titre, le massacre du 17 octobre 1961. En effet, encore à ce jour, aucun responsable politique ou policière n'a été sanctionné pour ces meurtres. Et je vous ai dit tout à l'heure que la police nationale,
elle avait été créée sous Vichy, et c'est vrai. Toutefois, ça ne veut pas dire que l'État il a attendu le régime de Vichy pour penser le maintien de l'ordre. En effet, la contre-insurrection à la française, elle se met en place dès les révolutions coloniales en Indochine et au Maroc, et elle devient une véritable doctrine d'État lors de la guerre d'Algérie. Cette doctrine contre-insurrectionnelle, elle est intense et généralisée jusqu'à son abolition officielle dans les années 60. Mais, parce que oui, il y a un mais, l'État français y reconduit secrètement l'emploi de la contre-insurrection pour maintenir l'ordre dans les post-colonies et dans les États sous-traitants du précaré france-africain. D'ailleurs, cette doctrine contre-insurrectionnelle, on la retrouve dans l'état d'urgence. Petit point rapide, le recours à la loi d'avril 1955 organisant le régime de l'état d'urgence, c'est le recours à une loi qui a été conçue pour permettre la répression des populations colonisées en Algérie. Ainsi, cette loi, elle comporte une puissante dimension symbolique et mémorielle. Et bien qu'au fil du temps, les gouvernements successifs ils tentent de normaliser l'utilisation de cette loi, l'état d'urgence, c'est une sorte de déclaration de guerre civile partielle qui permet d'appliquer des dispositifs de guerre sur une partie du territoire sans paralyser tout le pays. Cette loi, celle d'avril 1955, elle dépend de la loi de 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre. Appliquer l'état d'urgence, ce n'est donc pas rien, et je ne pense pas que ça soit normal d'utiliser des dispositifs de guerre contre sa propre population. D'ailleurs, les armes utilisées par l'institution policière, elles illustrent aussi cette continuation entre colonies et populations racisées. Les fusils d'assaut sont par exemple d'abord utilisés dans le domaine de la guerre coloniale avant d'être utilisés en hexagone. Pareil pour les armes dites non létales, d'abord expérimentées dans des contextes coloniaux avant d'être réagencées pour la police des quartiers populaires, des prisons ou des frontières. Et ça va même plus loin parce que les cadres policiers et politiques des années 1970, elles ont été formés dans les années 1950, faisant des stages en Algérie ou en Indochine. Un rapport datant de 1961 révèle même que des dispositifs avaient été mis en place pour favoriser le recrutement des anciens combattants de l'Algérie. Ce que ça veut dire, c'est que c'est toute une génération qui est entrée dans la police après avoir été socialisée par l'expérience de la guerre contre les, entre guillemets, suspects, c'est-à-dire les populations colonisées ou les communistes. Cette génération, celle formée à l'enclavement et au harcèlement des populations colonisées, c'est elle qui organise la police des quartiers populaires et de l'immigration dans les années 1970. Cette génération, elle possède une certaine mémoire du contrôle des populations colonisées et opprimées qui, évidemment, a influencé leurs imaginaires ainsi que leurs pratiques. Bon, revenons à notre chronologie de la police et du racisme. Au milieu des années 70, une nouvelle forme de police est créée, la police urbaine. Cette unité, elle pratique l'îlotage, c'est-à-dire la surveillance permanente, préventive et territorialisée de certains quartiers, généralisant les dispositifs d'occupation territoriale, tout en formalisant un peu plus l'enclavement. Ensuite, dans les années 80, les discours politico-médiatiques, contribuant à un certain ordre sécuritaire, ils s'appliquent à construire la figure de celui qu'ils appellent, entre guillemets, arabe. Ce terme d'arabe, il est assez flou. Il repose sur une série d'amalgames. On parle d'arabe pour parler d'immigrés, d'étrangers, de musulmans, de jeunes de banlieue, ou même de terroristes. Selon Thomas Deltombe et Mathieu Rigouste, ce brouillard sémantique, il a été construit dans les années 80, puis reformulé au contact d'autres discours. Je résume rapidement, mais en gros, le système politico-médiatique qui met en place une nouvelle division, les Françaises dites de souche contre les Françaises issues de l'immigration. Et au sein de cette dernière catégorie, on oppose les personnes immigrées dites intégrées ou intégrables et celles qui ne seraient pas intégrées, pas intégrables. Ainsi, celles qui sont qualifiées de non intégrées, elles sont renvoyées à leur responsabilité individuelle, à leur entre guillemets nature, dédouanant les structures économiques, politiques et sociales. En d'autres termes, on transforme les victimes en coupables, mais aussi en responsables. C'est aussi à ce moment-là que les banlieues commencent à être publiquement désignées comme des territoires intérieurs sensibles, comme des sources de menaces pour l'ordre républicain et même pour l'identité française. La banlieue, elle devient alors un problème d'intégration ethnique et culturelle, masquant par la même occasion
les structures politiques, économiques et sociales de la ségrégation policière. Cette rhétorique raciste, elle a tendance à déshumaniser les personnes non blanches. Les discours associés à la banlieue, ils ont aussi des consonances militaires et coloniales, n'hésitant pas à utiliser le vocabulaire de la chasse et de la domestication. Les années 80, elles marquent aussi une rupture dans la médiatisation de la violence policière qui devient un véritable champ de bataille. Les événements consécutifs au meurtre de Malik Oussekine en sont le parfait exemple. Malik Oussekine, il a été tué par des voltigeurs, c'est-à-dire des unités de police agressives, montées sur des motos et armées de grandes matraques, permettant à un policier de frapper pendant que l'autre conduit. Après le meurtre de Malik Oussekine, en 1986, les voltigeurs, ils sont qualifiés à juste titre de violents, de problématiques et sont dissous. À partir de ce moment-là, l'État y comprend qu'il faut absolument maîtriser la médiatisation de la violence policière, car son coût politique, il peut être élevé. Oui, clairement, là, le coût humain, il s'en fout. Ce qui est important, c'est plutôt que la médiatisation de la violence policière, elle peut engendrer de puissantes mobilisations ou contraindre à restructurer les outils policiers. La maîtrise des techniques de justification de la domination policière, elle devient alors décisive. Ce nouveau rapport de force, il va de pair avec la mise en spectacle de ce que le système politico-médiatique appelle l'émeute. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui. Le fait de qualifier certains mouvements de manifestations, de révolte, par exemple ceux des agricultrices, et d'autres d'émeutes, par exemple ceux consécutifs à la mort de Nahel Merzouk, ça veut dire quelque chose. La manifestation, c'est le fait d'exprimer ouvertement, publiquement une opinion. La révolte, c'est un acte de rébellion contre une certaine autorité. L'émeute, elle est quant à elle associée à un soulèvement populaire qui explose en violence à l'occasion d'une situation tendue. Les nuances, les visuels, les mots, ils sont importants parce qu'ils façonnent nos imaginaires. D'ailleurs, l'idée des caméras piétons, les petites caméras corporelles attachées aux policières, sachez que, en plus de contribuer dans le futur à l'identification automatisée des individus, elles servent aujourd'hui activement la propagande policière en saturant les espaces médiatiques. Ces images, produites par l'institution policière elle-même, elles sont opportunément diffusées par le ministère de l'Intérieur. Comme l'explique le chercheur Félix Tréguet, elles consistent clairement à focaliser le ou la spectatrice sur le point de vue des forces de l'ordre. Face à tout ça, face à ce système de ségrégation, une véritable contre-culture des cités et de l'immigration a émergé. Le but, c'est de faire la synthèse des mémoires collectives de l'oppression coloniale et post-coloniale, mais aussi comprendre ce qui lie les situations d'oppression et les luttes. Cette conscience de communauté, elle prend des formes diverses. Surveiller les rondes de la police depuis les fenêtres, alerter celles qui risquent d'être contrôlées, s'opposer collectivement ou ne pas répondre aux provocations, lancer des projectiles depuis les étages, dénoncer la police sur les murs, lui tendre des pièges, etc. En bref, ce sont de véritables tactiques de résistance qui mériteraient d'être perçues comme telles. Finalement, dépeindre les insoumissions des populations dominées comme une forme de désordre, ça donne une arme politique de soumission. Ça masque les rapports de domination et de surexploitation. Ça divise les classes opprimées. D'ailleurs, en parlant d'oppression et d'exploitation, parlons un peu de classe. La police, elle a toujours surveillé, contrôlé et réprimé les classes dominées. Comme on l'a dit tout à l'heure, les classes dominantes, elles sont au pouvoir et elles reproduisent le système de domination. Et toutes les institutions, y compris la police, elles participent à l'entretien de ce qu'on pourrait appeler la ségrégation socio-raciale. D'ailleurs, le développement des grandes villes capitalistes, il a éloigné les masses de travailleuses de ces mêmes villes. Ces populations, pour accepter ce processus de bannissement géographique, de dépossession de leur lieu de vie, elles doivent être dominées. C'est ce que Mathieu Rigouste nomme le socio-apartheid. En effet, repoussées dans les périphéries les plus lointaines, ces populations, elles sont particulièrement exposées aux violences policières. Mais ce n'est pas tout. L'institution policière, elle est aussi profondément marquée par mai 68. Depuis cet événement, la figure de l'étudiante, et plus simplement des jeunes, elle est considérée comme appartenant à une forme d'extrême gauche radicale, à une catégorie dangereuse susceptible de causer des problèmes.
Les jeunes y deviennent ainsi une cible privilégiée des contrôles policiers, comme l'explique Christian Moina. Par la suite, la lutte contre le trafic et la consommation de drogue, elle vient conforter cette stratégie et cette méfiance envers les jeunes. D'ailleurs, après 1968, le ministère de l'Intérieur, voulant lutter contre la, entre guillemets, subversion gauchiste à l'université, y recrute des enquêtrices et des inspectrices au sein des facultés de droit, et notamment à Assas, où se forme à l'époque le groupe Union Défense, le GUD, une organisation étudiante d'extrême droite. Enfin, et ça sera mon dernier point, je pense qu'on peut qualifier la police d'institution profondément machiste. De manière générale, la domination masculine, c'est un rapport de pouvoir qui est utilisé par les policiers. Là où ils emploient plutôt des techniques de vexation à l'égard de ceux qu'ils pensent pouvoir blesser en mettant en doute leur virilité, les policiers y déploient plutôt des pratiques de prédation envers les femmes et notamment envers les femmes qu'ils considèrent comme inférieures, pour le dire autrement, les femmes non blanches des quartiers populaires. On avait déjà parlé des liens entre police et violences sexistes et sexuelles en janvier 2025 lors d'un épisode sur la misandrie que je vous conseille d'aller écouter ou réécouter si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais je voulais quand même revenir sur une enquête qui, selon moi, a eu assez peu d'écho. Dans un article datant de juin 2025, les journalistes de Disclose, en partenariat avec l'œil du 20h, révèlent des violences sexuelles commises par les forces de l'ordre. On parle de plusieurs centaines de victimes, des femmes ayant franchi les portes d'un commissariat ou d'une gendarmerie pour chercher justice et protection, et qui ont, à la place, été victimes de violences sexuelles. Disclose a retrouvé 57 de ces victimes qui affirment avoir été harcelées, agressées ou violées par des policiers ou des gendarmes à la suite d'un dépôt de plainte. D'après l'enquête, un tiers des agents ayant agressé des plaignantes ont fait plusieurs victimes avant d'être sanctionnés. De plus, 3 victimes sur 4 étaient en situation de grande vulnérabilité au moment des faits, c'est-à-dire rescapées de féminicide ou de violences conjugales, réfugiées, handicapées ou adolescentes fugueuses et sans ressources. Ce scandale, vous vous en doutez, il a été complètement ignoré par le ministère de l'Intérieur. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur quelques points, quelques actualités concernant l'institution policière. Commençons par notre nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Laurent Nunez, il a été nommé ministre de l'Intérieur cette année, en octobre 2025, et pourtant, ce n'est pas un nouveau du macronisme. Revenons un peu sur son CV. Dès 2017, Emmanuel Macron, fraîchement élu, il nomme Laurent Nunez directeur des services de renseignement intérieur, puis secrétaire d'État à la sécurité intérieure en octobre 2018, lorsque le mouvement des Gilets jaunes y commence à inquiéter le pouvoir. À propos de cette période, Laurent Nunez y déclare que, je cite, « Ce n'est pas parce qu'une main a été arrachée, parce qu'un œil a été éborgné, que la violence est illégale », ajoutant n'avoir aucun regret sur la façon dont a été mené l'ordre public. Ensuite, en 2020, Laurent Nunez, il prend la tête de la Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, un service interministériel directement relié à l'Élysée. Enfin, en 2022, il devient préfet de Paris et, évidemment, dans la continuité de son parcours, Laurent Nunez, il défend l'État coûte que coûte. En 2023, à la suite de la mort de Nahel Merzouk, il affirme que, je cite, « Laisser à penser qu'il y aurait chez les policiers une forme de racisme structurel est absolument insupportable. » La même année, il fait appliquer l'interdiction de manifester en soutien au peuple palestinien, accusant les organisatrices de, je cite encore, « laisser à penser qu'elles étaient en soutien au Hamas ». En 2024, lors des Jeux Olympiques et Paralympiques, il s'assure que les investissements sécuritaires mis en place pour l'événement puissent être réutilisés après l'événement. Et en 2025, il interdit la marche féministe radicale en raison de la présence de collectifs pro-palestiniens. Finalement, c'est assez clair, mais chaque mutation illustre la centralité de Laurent Nunez dans le dispositif policier du macronisme. Aujourd'hui, avec sa solide expérience dans la répression des mouvements sociaux, Laurent Nunez, il ne fait que consolider l'appareil policier macroniste. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est celui des numéros de Rio. Le numéro de Rio, c'est le numéro d'identification individuelle actuellement apposé sur un bandeau amovible
toujours trop petit pour être lisible. Sa lisibilité, c'est pourtant une forme de garantie démocratique. En effet, l'identification des agents des forces de l'ordre, c'est un principe essentiel de l'état de droit. Sinon, comment faire valoir ses droits en cas de violation de la loi lors d'opérations de police? Sans le numéro de Rio, le sentiment d'impunité déjà bien présent, il pourrait être encore plus important. Pourtant, l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sur la redevabilité de la fonction publique, il note bien que les citoyens, ils ont le droit de demander des comptes à, je cite, tout agent public de son administration. De plus, des pratiques illégales de dissimulation de numéros de Rio sont observées et reconnues. Dans son rapport annuel sur l'état de droit de 2024, la Commission de l'Union européenne, elle note que, je cite, « Souvent, dans le cadre de manifestations, il est impossible d'enquêter sur les agissements des forces de l'ordre car les auteurs ne peuvent être identifiés. » En 2023, le Conseil d'État, il avait donné au gouvernement jusqu'en octobre 2024 pour agrandir le numéro de Rio dans le but de le rendre réellement visible et lisible en toutes circonstances, ainsi que rendre le port de ce numéro effectif. Pourtant, rien n'a été fait depuis, et c'est pour ça que la Ligue des droits de l'homme et ACAT France ont saisi le Conseil d'État l'année dernière. Enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est ce que le chercheur Félix Tréguier nomme, dans un livre du même nom, la technopolice. Alors ici, vous en doutez, on ne va pas parler de musique techno, mais bien de technologie et de surveillance. Félix Tréguier, il expose dans son livre les nombreuses manifestations de surveillance de masse qui se mettent en place en France. Exemple, les services de renseignement, ils disposent d'énormes moyens pour scanner des pans entiers du trafic Internet. Autre exemple, l'État il continue d'exiger des opérateurs télécoms et hébergeurs qu'ils archivent l'historique de l'ensemble de la population au mépris d'une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. De plus, depuis les années 90, la pratique de la vidéosurveillance, elle se normalise avec des milliers de caméras disposées sur la voie publique. Pareil pour les drones policiers qui, depuis 2016, sont de plus en plus utilisés à chaque manifestation. Pour ce qui est de l'usage de la reconnaissance faciale, elle n'est aujourd'hui possible qu'à posteriori, dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Néanmoins, on peut s'interroger sur le futur de cette pratique. En effet, les caméras déjà installées, ce sont des points de collecte d'images de visage. Les bases de données centralisées, mais aussi la plupart des fichiers liés à l'immigration ou aux papiers d'identité, intègrent aussi des photographies de visage exploitables par les algorithmes de reconnaissance faciale. Bref, ces questions technologiques et algorithmiques, ce sont des choses qu'il faut avoir en tête, et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille le livre de Félix Tréguier, assez dense et très complet. Finalement, ce que je voulais montrer avec ce long épisode, c'est que si la police, elle est proche de l'extrême droite, elle est plutôt raciste, plutôt sexiste, plutôt classiste, plutôt anti-jeune, je pense qu'on peut dire que l'institution policière, elle produit des agentes assez hostiles à l'immense majorité de la population. C'est aussi quelque chose qu'on remarque dans la manière dont l'institution policière, et donc l'État, traite la colère des citoyennes. Il existe un véritable deux poids deux mesures dans la façon de traiter les colères sociales. Ainsi, certaines revendications semblent plus légitimes que d'autres, par exemple celles des mouvements agricoles. J'irai même plus loin en disant que on commence à s'intéresser aux violences policières et au système policier parce que les violences policières touchent de plus en plus des personnes blanches sans pour autant moins toucher les personnes racisées. Bref, il est temps de conclure, et du coup, est-ce que dissoudre la police, comme le suggère le titre un peu provocateur de l'épisode, est-ce que c'est vraiment une solution faisable et souhaitable ? Christian Moana, il dit que, sur le terrain, la police de proximité, elle semble rencontrer une demande. Et il parle pas d'une police de contrôle, mais plutôt d'une police de service public, qui écoute, qui informe et qui fait un véritable travail de médiation. Une police avec un véritable rôle social, en interaction avec son public. La journaliste Audrey Parmentier, elle explique qu'il serait possible, pour certaines de leurs fonctions, de remplacer l'institution policière par d'autres types de structures. Pourquoi ne pas détourner une partie des fonds de la police vers les services sociaux, les jeunesses ou le logement ? En effet, la police, elle est aujourd'hui appelée pour gérer une vaste gamme de problèmes sociaux pour lesquels elle n'est pas forcément équipée.
On pourrait même aller plus loin et suivre les abolitionnistes dans une idée assez simple, affaiblir, désarmer puis dissoudre la police pour ensuite refonder la société sur le plan pénal et judiciaire. Bref, des solutions, il y en a. Il existe des personnes qui ont pensé et qui pensent encore la police. Et franchement, il ne faut pas se laisser intimider par les discours politico-médiatiques. Dénoncer les violences policières ou le racisme structurel de l'institution, c'est primordial. C'est super important de construire des critiques précises, argumentées, des réponses, des alternatives face aux mensonges qu'on entend quasiment partout. Parce que, je suis désolée, mais quand les discours politico-médiatiques défendent les tirs ou les courses-poursuites entre individus et forces de l'ordre pour un excès de vitesse, un refus d'obtempérer, ou parce que la personne conduit sans casque, il y a de quoi se poser des questions. Enfin, je sais pas, mais il y a d'autres moyens moins violents et plus responsables de faire son travail, par exemple, relever les plaques d'immatriculation. Pareil face à la consommation de stupéfiants. Il ne faut pas avoir fait médecine pour comprendre que l'interpellation et la garde à vue sont plutôt inutiles et qu'il serait plus adapté de développer des partenariats avec des structures de soins. Bon, vous l'aurez compris, cet épisode, il est pour toutes les personnes violentées, mutilées, tuées par les forces de l'ordre ou à la suite de violences policières. Cet épisode, il est pour les Nahel Merzouk, les Mohamed Bendris, les Malik Oussekine, les Zeynep Redouane, les Adama Traoré et tous les autres. Parce que oui, je le rappelle, la France, c'est le pays d'Europe qui compte le plus de mortes dans un local de police, un commissariat, une gendarmerie ou un centre de rétention administrative. Parce que, je cite, la possibilité d'être mis à mort plane en permanence sur les prolétaires non blancs. La possibilité d'être mutilé aussi. Ça fait partie d'un système d'écrasement de la vie quotidienne conjugué à une politique de distribution de la mort. C'est ce qui définit la condition endocoloniale. Parce que la police, et ça sera le mot de la fin, c'est avant tout un appareil chargé de maintenir l'ordre public par la contrainte. Pour reprendre encore les mots de Mathieu Rigouste, toute la police est violence, jusqu'à dans ses regards et ses silences. Et ça, faut pas l'oublier. Pour celles qui veulent aller plus loin, il y a énormément de vidéos sur le sujet, que ce soit celles de Mediapart, d'Off Investigation, de Blast ou de Street Press. Il y a aussi des sites web comme le projet violencepolicière.fr, des organisations d'investigation indépendantes comme Index. Il y a aussi tous les travaux de Mathieu Rigouste, ses documentaires, mais surtout son livre La domination policière. Toujours dans les livres, il y a Flic de Valentin Gendreau, ou Les médias et la banlieue de Julie Cédel. Bref, il y a énormément de personnes qui bossent sur le sujet, et même si elles ne sont pas souvent invitées sur les plateaux télé, elles font un travail intéressant et qui me paraît super important. Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que, comme moi, vous avez appris plein de choses sur la police nationale. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Et puis pareil, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se dit à très vite. Bisous!